Bienvenue à cette première session de la troisième et dernière journée de la conférence Égide « Vivre l'égalité et les diversités dans la francophonie, culture, santé et sécurité ». Nous sommes toujours en direct depuis l'Université de Genève en Suisse. Je m'appelle Guillaume Mandicourt, mon pronom est « il » et je suis chargé de projet LGBTQ+, à la ville de Genève. C'est un grand plaisir de vous accueillir depuis Genève pour cette session que nous avons intitulée « Les communautés LGBTQI francophones face à la Covid-19 ». Les communautés LGBTQI ont en effet durement été impactées partout dans le monde par la crise sanitaire et sociale dont nous commençons lentement à sortir. Nous l'avons vu ici à Genève, où des personnes LGBTQI et des jeunes notamment se sont retrouvés confinés dans des familles hostiles, sans accès à des lieux de socialisation entre pairs, tous fermés. Les prides et autres rassemblements ont été interdits, privant les communautés LGBTQI d'espaces de revendication, mais aussi de socialisation, d'échange et d'empuissancement entre pairs. Depuis le début de cette crise, la ville de Genève est restée fortement mobilisée auprès des associations pour les soutenir dans leur action sociale, dans leurs efforts pour maintenir leurs prestations et pour trouver les moyens de garder le lien avec leur communauté. Mais force est de constater que la violence a augmenté partout. Depuis 1 an et demi, partout dans le monde, les communautés LGBTQI ont été prises pour cible, utilisées comme bouc émissaire, défouloir dans des contextes sociaux difficiles. Dans des systèmes de santé déjà fragiles, la pandémie a souvent prétérité l'accès au traitement des personnes séropositives ou des personnes trans, par exemple. Les impacts de cette crise sur les communautés LGBTQI ont été et sont documentés. Depuis le début, les associations se sont mobilisées pour collecter, répertorier et communiquer aux autorités ces données. Plusieurs mécanismes internationaux se sont emparés ou ont été saisis de cette question. C'est le cas notamment du mécanisme de l'expert indépendant des Nations Unies sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui. Victor Madrigal-Borlo, vous êtes originaire du Costa Rica, vous êtes juriste de formation et vous avez été membre du sous-comité des Nations Unies pour la prévention de la torture de 2013 à 2016. Dans ce cadre, vous avez été rapporteur sur les représailles et vous avez supervisé un projet de politique sur la torture et les mauvais traitements des personnes LGBTQI. Vous avez été chercheur principal invité au sein du programme sur les droits de l'homme de l'Université Harvard, en résidence à la faculté de droit de Harvard de juillet 2019 à décembre 2020. Et vous êtes, depuis le 1er janvier 2018, expert indépendant des Nations Unies sur la protection contre la violence et la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Vous êtes le 2e expert indépendant à occuper ce mandat créé en 2016. Votre mission est d'évaluer l'application du droit international relatif aux droits de l'homme, sensibiliser l'opinion, engager le dialogue avec toutes les parties prenantes concernées et fournir des services consultatifs, une assistance technique et un renforcement des capacités pour aider à lutter contre la violence et la discrimination envers les personnes fondées sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. C'est un très grand plaisir de vous avoir avec nous à Genève où vous venez de présenter devant la 47e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies votre rapport sur la théorie du genre. Mais c'est pour parler plus précisément de notre rapport, que vous avez publié en 2020 déjà, que nous vous avons invité, cher Victor, celui sur l'impact de la crise sanitaire, sociale et à bien des égards politiques que nous traversons sur les communautés LGBTQI. Et pour vous poser des questions, j'ai le plaisir d'accueillir depuis Montréal Mariam Manaï. Diplômée en relations internationales en Tunisie, Mariam est consultante en droits humains et notamment en droit LGBTQI en Tunisie, Afrique du Nord et Moyen-Orient. Elle a cofondé l'association Without Restrictions pour la défense des droits LGBTQI en Tunisie en 2015 et le collectif intersexe tunisien en 2018. Mariam s'est installée à Montréal en 2017 où elle continue son engagement et soutien aux structures LGBTQI tunisiennes, maghrébines, montréalaises et internationales. Activiste et chercheure féministe intersectionnelle, Mariam a occupé le poste d'assistance de recherche à l'Université McGill et l'Université de Montréal pour un projet de recherche communautaire en collaboration avec Agir, seul organisme par et pour la communauté LGBTQIA+, migrante à Montréal, dont IL siège actuellement au conseil d'administration. IL concentre ses travaux actuels sur les enjeux trans, non-binaires, l'asile, la migration, le racisme et l'islamophobie au Québec. En octobre 2018, IL a rejoint Montréal International au titre de chargé de projet avec la mission de mettre en place un réseau international en faveur des personnes LGBTQI dans l'espace francophone. Mariam est actuellement chargée de programme à Égide.
Avant de passer enfin la parole à Mariam, je voudrais vous rappeler, vous public, que vous pouvez poser vos questions dans l'espace de clavardage à droite de votre écran si vous nous regardez depuis la plateforme de la conférence Égide. Je me ferai un plaisir de les relayer en fin de discussion. Voilà, Mariam, c'est à toi. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. J'aimerais bien passer un grand bonjour à ceux qui nous suivent partout de la francophonie. J'aimerais bien commencer par reconnaître tout d'abord que je suis actuellement située à Montréal, en terre autochtone, qui n'a jamais été cédée. Je reconnais aussi que la nation appelée Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles de laquelle je vous parle aujourd'hui. Toika Montréal, qui est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, et aujourd'hui une population autochtone diversifiée, ainsi que d'autres peuples y résident. Donc, c'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que je reconnais les relations continues des peuples autochtones et des autres personnes de la communauté montréalaise. Donc, merci beaucoup, Guillaume, pour cette belle introduction. Je me réjouis aujourd'hui de me joindre à vous et à Monsieur Victor pour mener cette discussion par rapport à l'impact de la COVID-19 sur les communautés LGBTQ francophones. Avant peut-être de passer la parole à Monsieur l'expert indépendant, j'aimerais bien, Guillaume, que tu nous rappelles le temps, qui est très important pour nous durant cette session. Donc, tu es le maître de temps, n'hésite pas à nous le rappeler au fur et à mesure du dialogue. J'aimerais bien aussi rappeler toutes les personnes qui nous suivent partout dans le monde. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser à votre droite de la plateforme de la conférence. Donc, bien évidemment, comme venait de le présenter Guillaume, il y a un contexte assez particulier qui nous rassemble aujourd'hui, la pandémie COVID-19. Donc, je cite un petit peu le discours de Monsieur Victor Madrigal-Borloz. Il a dit « La pandémie de COVID-19 constitue un défi planétaire sans précédent qui a exacerbé les inégalités généralisées dans toutes les régions du monde. » Donc, cette situation mondiale a mené par la suite Monsieur Victor Madrigal-Borloz en 2020 a mené et a engagé un dialogue international qui a été conclu par un rapport à l'Assemblée générale des Nations unies, un état des lieux des communautés lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et de genre variant en temps de la pandémie COVID-19. J'aimerais bien aussi souligner que dans ce contexte, et nous aujourd'hui on est rassemblés à l'occasion de la conférence internationale Égide, que les luttes invisibilisées des personnes LGBTQI dans l'espace francophone international constituent vraiment, avec ces multiples facettes et ces multiples aspects de violence, d'exclusion et d'isolement déjà existants et qui ont été effectivement significativement affectés par la crise sanitaire globale COVID-19. S'ajoutant à ça, la fragilité et parfois l'inefficacité des systèmes de protection des droits humains, notamment des personnes LGBTQI, mis en place pour répondre à des besoins urgents. Et tout ça a démontré, entre autres, que la solidarité des sociétés civiles LGBTQI, quelle que soit sur l'échelle nationale,
régionales ou même internationales dans leur complexité et malgré les obstacles auxquels font face, vient entre autres équilibrer la balance du ralentissement ou voire même l'absence des mécanismes de protection des droits humains à réagir, surtout face à ces inégalités et ces discriminations dans un temps très critique et très important. Donc, dans ce contexte, moi, je mènerai avec monsieur l'expert indépendant un dialogue, en gros, pour mettre la lumière sur les motivations d'abord et le processus de préparation de son rapport, donnant un état des lieux sur les communautés LGBTQI en temps de pandémie Covid-19, mais aussi d'analyser les trouvailles de ce rapport, puis dans un deuxième temps d'essayer un petit peu de décortiquer l'impact de la Covid-19 sur le travail de la société civile internationale en termes de plaidoyer international aussi, mais également sur le travail terrain des acteurs locaux, donc activistes et personnes LGBTQI. Donc, pour finir par la suite avec une analyse des liens entre les différents experts des droits humains et par la suite un survol sur les prochains plans futurs de l'expert indépendant par rapport à la communauté LGBTQ+. Donc, je me réjouis vraiment de céder la parole à monsieur Victor Madrigal-Bourlos. Donc, bienvenue encore parmi nous aujourd'hui et merci tout d'abord par rapport au fait que vous avez accepté notre invitation pour assister à notre conférence et de votre flexibilité aussi à aménager votre calendrier, même s'il était très chargé. Donc, je vous laisse un peu le mot, un petit mot d'introduction, puis on mènera par la suite notre discussion. Donc, si vous pouvez un petit peu nous parler du contexte dans lequel vous avez pensé à mener ce dialogue et à produire ou à préparer ce rapport. Merci beaucoup. Je suis vraiment très content d'être ici aujourd'hui pour plusieurs raisons. La première, c'est le respect profond que j'ai pour cette Alliance internationale francophone pour l'égalité et la diversité et la compréhension du fait que ces conférences nous permettent en fait de faire des analyses qualitatives, vraiment, de notre travail pour essayer de comprendre quelles sont les leçons qu'on doit vraiment extraire et assurer que dans cette systématisation, on puisse incorporer, emmener dans notre travail ces leçons. Et en fait, je pense que la COVID-19 nous a donné, malheureusement, une opportunité unique, en fait, d'apprendre beaucoup sur les dynamiques de violence et discrimination qu'affectent les communautés en raison de l'orientation sexuelle et l'identité de genre. En particulier, je dirais que la raison pour avoir pensé à ce rapport et à cette étude, cette recherche concernant l'impact de la COVID-19 dans les communautés LGBTIQ+, dans une dénomination plutôt globale, c'est le fait que le mandat de l'expert indépendant avait été créé dans je dirais, une présomption de normalité des temps et du contexte dans lequel l'expert indépendant allait faire son travail. Et le moment où, en mars de 2020, on constate qu'il y a en fait une situation d'une vraie exceptionnalité que surgit devant nous, je dois avouer
que j'ai fait, en fait, j'ai expérimenté une perplexité que je n'avais jamais ressentie dans ma vie. On m'avait donné un manuel de travail, disons métaphoriquement un manuel de travail, dans des contextes très difficiles, mais en fait avec des méthodes de travail très prévisibles qui étaient censées d'agir d'une certaine manière. Et tout d'un coup, et en fait ça a été tout d'un coup, vient une pandémie que secoue tous les éléments qu'on pourrait avoir comme base de ce travail. Par exemple, la présence physique dans des pays qui est absolument importante pour pouvoir établir des bilans de la situation de la violence et la discrimination et d'engager toutes les parties prenantes dans un dialogue qui nous permet d'établir une série de recommandations. Ça, c'était fini. Aussi, on devrait mettre en question la manière dont on interagissait avec les personnes avec des expériences de vie, les victimes de violations des droits de l'homme, parce qu'on a su très rapidement qu'il y avait des limitations très importantes dans le contexte de la sécurité, dans le contexte, comme Guillaume tu l'as dit, du fait que ces personnes-là étaient en train d'utiliser des ordinateurs et parler dans des loyers, dans des maisons de famille qui peut-être n'étaient pas respectueuses de leur identité. Et voilà, deux exemples en fait d'une situation où on a dû mettre en cause toutes les présomptions dans lesquelles on travaillait. Et dans cette situation, dirais-je, de perplexité, de vraie perplexité, j'ai décidé d'être très honnête et de parler aux communautés directement. Et c'est par ça que j'ai issu une lettre ouverte à toute la communauté globale, en communiquant que le mandat de l'expert indépendant, en fait, voulait savoir qu'est-ce qui étaient les besoins les plus pressants des communautés autour du monde et les problématiques les plus présentes que les personnes ressentaient dans le contexte de la pandémie. Et cela, en fait, ça a été, ce geste, cet acte a été répondu d'une façon, je dirais, très enthousiaste, avec énormément de substance de la part des organisations, des personnes, même des États. Et à la fin, le dialogue que j'avais engagé avait eu la participation de plus de 1000 personnes originaires de plus de 100 pays qui avaient partagé leurs témoignages, leurs points de vue, des informations diverses. Et c'est toute cette richesse d'informations qui a été à la base du rapport que j'ai présenté à l'Assemblée générale et qui m'ont permis de conclure, en fait, de l'impact disproportionné de la COVID-19 sur les personnes LGBT et qui, vraiment avec des exceptions très petites, m'avait démontré que les schémas répétitifs de violence et discrimination que j'avais constatés dans divers contextes dans la période pré-Covid se répétaient et en fait se voyaient exacerbés par la présence de la pandémie. Et voilà le contexte où j'ai réalisé ce rapport présenté à l'Assemblée générale l'année passée, Mariam. Merci beaucoup, monsieur l'expert indépendant. On parle du contexte, puis du processus un petit peu qui a mené à la préparation et la production de ce rapport. J'aimerais bien aussi, dans ce même contexte, essayer de voir avec vous quelles étaient les trouvailles de ce rapport, quelles conclusions avez-vous tirées suite à vos différentes consultations internationales. Merci beaucoup. Cette question m'évoque l'expression d'une de mes collègues dans les procédures spéciales qui a qualifié la pandémie comme l'inégalité sous stéroïdes. Je trouve cette expression énormément disante du fait que je n'ai constaté que la répétition de schémas, en fait,
de discrimination et exclusion qui se rapportent à des différents niveaux et dynamiques d'exclusion et de violence. Premièrement, il y a des dynamiques institutionnelles qui continuent à être en place autour du monde et qui déterminent des dynamiques d'exclusion sociale et de violence claires contre les personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles, trans et genres divers. Par exemple, la criminalisation. La criminalisation qui continue à être en place par des lois qui criminalisent l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, expose davantage les personnes aux abus de la police et aux arrestations ou détentions arbitraires. Et cela a été exacerbé dans le contexte de la pandémie et les couvre-feux qui ont été mis en place dans le contexte de la pandémie. Ces personnes-là se sont vues empêchées d'accéder, par exemple, pleinement aux programmes et services d'aide qui avaient été mis en place par les États, et tout en contribuant, par exemple, aux recommandations en matière d'isolement social en restant à la maison, comme Guillaume l'avait déjà relevé, les enfants, les jeunes et les personnes âgées LGBT sont forcés de subir une exposition prolongée à des membres de famille qui n'étaient pas respectueux en fait de leur identité ou orientation, et ce qui aggrave en fait les taux de violence familiale, de violence physique et émotionnelle, ainsi que les dommages à la santé mentale. J'ai constaté que dans de nombreuses juridictions, les personnes LGBT dépendent massivement des économies informelles et qui, en fait, ces économies-là, comme on le sait, ont été fortement touchées par les restrictions liées à la COVID-19. La réaffectation de ressources en santé a également intensifié les pénuries d'antirétroviraux, par exemple, pour les personnes vivant avec le VIH, et a eu un impact clair sur la capacité des personnes trans à recevoir hormonothérapie ou des soins d'affirmation de genre. Mais je voudrais aussi souligner que la pandémie, comme en général les états d'exception, a créé un contexte propice à une persécution accrue. Les discours de haine, par exemple, incitant à la violence contre les personnes LGBT, ont été en hausse, et y compris les discours d'éminents dirigeants politiques ou religieux, imputant dans beaucoup de contextes la pandémie, l'existence même de la pandémie à l'existence de personnes LGBT. Et certains États, très malheureusement, ont également adopté des mesures qui ont ciblé intentionnellement les personnes LGBT sous le couvert de la santé publique. J'ai par exemple eu la malheureuse tâche, si vous le voulez, d'interpeller l'État hongrois, par exemple, en ce qui concerne l'émission de législation déjà en ce moment, législation limitant d'une façon très significative l'accès à la reconnaissance légale de l'identité de genre, sous le contexte ou l'explication, si vous le voulez, les restrictions liées à la COVID-19. Dans une situation où moi-même j'ai déjà constaté et mis sous la connaissance de l'État que dans les situations d'exception, c'est là où c'est plus important assurer la conformité entre l'expression de genre et la documentation officielle qui était mise aux personnes de genre divers. Ce qui me préoccupe énormément parce que cela révèle en fait un certain soupçon d'intentionnalité et qui m'a beaucoup interpellé dans le contexte de l'émission de ces mesures de politique publique et de législation. J'ai aussi, je peux vous donner un deuxième exemple, été beaucoup préoccupé, concerné par les actes d'intervention très spécifiques de refuge destinés à des jeunes, particulièrement dans le contexte ougandais, où il y avait eu une intervention particulière dans un refuge destiné à jeunes homosexuels,
dans un contexte où on n'a pas reçu une seule allégation du fait que des autres refuges avaient été intervenus dans le contexte de la pandémie. À nouveau, on voit une certaine sélectivité, si on le veut, de la façon dont ces actions étaient ciblées. Cela en ce qui concerne, dirais-je, les mesures directement discriminatoires, dans lesquelles on peut vraiment établir une théorie de travail d'une intentionnalité. Il y avait une deuxième grande catégorie de préoccupations que se rapportait à des mesures prises par les États que, sans avoir un objectif discriminatoire au moins évident, avaient néanmoins produit des impacts disproportionnés dans la population des personnes LGBT. Et je vous donne l'exemple des couvre-feux déterminés sur le genre qui ont été adoptés dans beaucoup de pays de l'Amérique latine, la Colombie, le Panama, le Pérou, où la logique était de diviser la population en deux. Voilà, ce recours au binaire immédiat, et de diviser la population en deux, l'homme et la femme, et de permettre aux hommes de sortir lundi, mercredi, vendredi, et aux femmes mardi, jeudi, samedi. Dans cette théorie de travail, on divise le monde nettement entre hommes et femmes, on divise la population par la moitié, et voilà, on imagine que tout va être réglé. Le problème, évidemment, c'est que dans la réalité des choses, on sait très bien que la vie ne se organise d'une façon binaire et que les personnes genre divers et trans existent dans les villes où ce couvre-feu avait été adopté et ont eu des problèmes vraiment immédiats, énormes. Premièrement, de peur à sortir du fait qu'elles n'auraient pas su exactement s'y sortir le jour que correspondait à leur expression de genre ou le jour que correspondait à leur document, parce que dans les deux cas, il y aurait évidemment un risque d'exposition et violence. Et deuxièmement, du fait que quand elles en fait, ont sorti, il y a eu des instances très spécifiques de violence contre elles. Alors voilà une mesure qu'on dirait peut-être n'ayant pas un objectif discriminatoire au moins évident au début, mais que très rapidement avait donné des résultats discriminatoires. Je vais parler peut-être un peu plus tard sur la raison par laquelle je pense que ces mesures ne sont pas convenables. Et en partie, c'est parce qu'elles sont désignées sans avoir la participation des communautés qui sont concernées. Parce qu'une personne trans, une personne genre divers aurait dit immédiatement quel était le problème. Sauf que, évidemment, elles n'avaient pas participé et ce n'était pas le cas. Merci beaucoup. Je suis l'expert indépendant pour tous ces éclaircissements. Vous parlez un petit peu des mesures systématiques et systémiques qu'a vécu toute la communauté LGBTQI. Et puis, en parlant de ça, j'aimerais bien aussi vous entendre sur comment vous voyez que le mouvement LGBTQI international a réagi face à la COVID-19 et vous-même, dans le cadre de votre mandat, comment vous avez réagi à toutes ces répressions et ou plutôt ces accélérations de mesures discriminatoires. Oui, merci. En ce qui se rapporte à la première question, j'ai parlé dans mon rapport et je continue à parler à ce moment sur le fait que j'ai constaté le développement de dynamiques extraordinaires dans le contexte du mouvement ou des mouvements, peut-être on devrait dire, liés à l'orientation sexuelle et l'identité de genre autour du monde. C'est très évident pour moi que c'est des mouvements et des organisations qui ont appris beaucoup sur
la résilience, c'est un terme qui existe en français, la résilience, j'ai l'impression de l'avoir inventé, mais apparemment ça existe. La résilience est justement la possibilité d'engager des dynamiques de réponse communautaire qui sont fondées sur deux choses en particulier. La première, une connaissance profonde des problématiques et des dynamiques de vie du jour à jour des personnes LGBT autour du monde, que donnent vraiment tous les éléments pour pouvoir savoir comment réagir d'une façon efficace et immédiate aux besoins urgents des communautés. Et de l'autre côté, d'un bien absolument précieux, c'est la confiance des membres de ces communautés envers les organisations qui sont lidérées par elles ou qui leur servent leurs intérêts. Je vous donne quelques exemples. Ça a été un trait absolument commun qu'autour du monde, les organisations LGBT ont réagi en sachant que les personnes trans qui, en fait, dépendent d'une façon disproportionnée et c'est très commun qu'elles dépendent du commerce sexuel pour leurs revenus, qu'elles allaient voir leurs revenus interrompus d'un jour à l'autre. Et que, du fait que ces personnes-là, d'une façon très commune, n'ont pas des loyers de mois à mois, mais parfois de jour à jour, et parfois de semaine à semaine, la réalité était qu'elles allaient se voir en fait exclues de leur loyer dans des délais de 24 heures. Et que du fait que généralement elles n'ont pas accès aux économies et au crédit, leur possibilité d'avoir du comptant pour acheter la nourriture et les objets les plus quotidiens allait disparaître en 24 heures après l'émission de quarantaine. Et ça a été très commun que les organisations qui travaillent avec les personnes trans ont ciblé ces aspects-là dans leur première réponse. Ça a été question d'assurer que les personnes allaient avoir l'accès au recours pour ne se voir virer de leur loyer, qu'elles pouvaient avoir accès à des recours au moins minimes pour assurer leur jour à jour. Et en même temps, parallèlement, faire un travail d'incidence avec les gouvernements pour assurer que dans la mesure du possible, et là où il y avait la réceptivité de la part de l'État, d'avoir un impact sur la manière dont l'État allait répondre. Et je vous donne un exemple très spécifique qui a été, de mon point de vue, un grand succès. Le gouvernement argentin, alerté par les organisations que travaillent avec les personnes trans et genres divers, a décrété, dans un délai de 24 heures après la déclaration de quarantaine et de couvre-feu de la pandémie, a décrété une suspension indéfinie des procédures d'éviction des loyers de ces personnes-là. Et une action complètement pertinente, dans un délai pertinent qui a été en fait possible par le travail de provision d'informations des organisations de la société civile. Alors, du plus concret et, si vous le voulez, quotidien de l'attention des nécessités jusqu'à l'incidence dans la manière dont la politique publique de réaction à la pandémie, le travail des organisations de la société civile a été absolument essentiel pour assurer que l'impact a été minimisé. En ce qui concerne mon mandat, votre deuxième question, j'ai en fait eu la possibilité de systématiser toute cette information. Et très rapidement, en avril-mai de 2020, j'avais communiqué aux États membres des Nations Unies une série
de lignes directrices pour leur fournir des éléments de considération pour une réponse à la pandémie libre de discrimination et violence comme résultat ou liées à l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Et ces lignes-là, en fait, avaient eu comme base 6 points particuliers. C'était, premièrement, la reconnaissance de l'existence des populations LGBT et genres divers dans tous les pays du monde. Une reconnaissance qui n'est pas complètement évidente partout parce que rappelez-vous qu'il y a des États que nient à ce moment l'existence même des personnes LGBT sous leur juridiction. Alors la reconnaissance, le soutien des organisations de la société civile, la protection directe des personnes LGBT contre la violence, assurer qu'ils maintiennent la discrimination indirecte, c'est-à-dire ces impacts disproportionnés de mesures que ne paraissent pas discriminatoires, mais en fait finissent par l'être. Assurer que la représentation des personnes LGBT est efficace, effective dans les processus de design et mise en œuvre de la politique de réaction à la COVID-19 et finalement assurer que toute politique serait désignée sur une approche sur la base de preuves, d'évidences assurant de se séparer des approches stigmatisantes et basées sur le préjudice. Ces lignes-là, qu'en fait j'ai baptisées comme lignes ASPIRE, comme résultat de leur acronyme en anglais, ont été communiquées à tous les États membres et je continue en fait à faire un processus de dialogue, d'échange avec les États sur la base de ces lignes qui en fait ont été aussi recommandées par plusieurs de mes collègues qui en avaient vu un cadre intéressant pour des autres populations, communautés ou personnes historiquement soumises à discrimination. Merci beaucoup, Monsieur Victor. Vous parlez des différents contextes, des différentes situations que vivent les communautés LGBTQI dans l'espace francophone. Et un petit peu pour rebondir sur ce que vous partagez avec nous, vous avez effectué différentes visites, notamment dernièrement, très récemment, vous avez effectué une visite en Tunisie, un pays francophone ayant une loi coloniale criminalisant l'homosexualité, en pleine crise économique, aggravée par la pandémie Covid-19. Donc, j'aimerais bien un petit peu vous écouter par rapport à vos constats, par rapport à cette visite, et si vous avez établi une liste de travail avec, par exemple, et on ne se limite pas seulement dans le cas de la Tunisie, mais j'aimerais bien vous entendre par rapport aux différentes pistes de travail que vous avez prises ou que vous comptez prendre par rapport aux différents pays francophones. Merci beaucoup pour cette question. Je commence un peu par la fin et je travaille vers le début. En ce qui concerne les pays francophones, vraiment, je me sens très privilégié du fait que je fais un travail très intense avec différentes régions du monde, y compris l'Afrique de l'Ouest. Il y a vraiment tout un processus d'échange que je mène avec les pays de l'Afrique de l'Ouest, avec une collaboration vraiment exceptionnelle du bureau régional de la haute commissaire des droits de l'homme au Sénégal. Et vraiment, ce qu'on arrive à faire déjà, c'est une compréhension, une base de connaissances que permet au mandat de cibler des actions là où elles peuvent être plus nécessaires ou effectives.
Ça, je vous donne comme exemple parce que c'est un peu l'approche qu'on a prise en ce qui concerne différentes régions du monde. Je fais la même chose en Amérique du Sud avec cette partie du continent américain. Mais en ce qui concerne le monde de la francophonie, cette approche-là est énormément utile pour moi et elle me permet d'avoir un contact, je dirais, plutôt dynamique avec les organisations de la société civile qui, en fait, travaillent dans cette région du monde. Je suis très orgueilleux de ce travail et je suis vraiment très reconnaissant des activistes, les défenseurs des droits de la personne, que vraiment ont engagé mon mandat d'une façon très active. Et je ne saurais pas dire avec exactitude, mais je pense que chaque 2 ou 3 mois, on a un échange dans le contexte, ce n'est pas un forum établi, c'est plutôt une série d'événements qui me permettent néanmoins d'avoir un échange vraiment dynamique avec les organisations de ces pays-là. J'ai beaucoup d'échanges avec des pays francophones dans un contexte de bilatéralité, bien avec l'État, bien avec les organisations de la société civile. Et dans ce contexte-là, j'ai eu vraiment l'honneur extraordinaire de visiter la Tunisie il y a seulement 3 semaines. Et pour moi, vraiment, je dois vous témoigner d'une émotion profonde comme résultat de cette visite. Par beaucoup de raisons. C'est une visite historique. C'est la première visite de mandat dans un pays du Maghreb. C'est la première visite du mandat dans un pays islamique. C'est la première visite du mandat dans un pays qui, en fait, à l'origine, n'avait pas appuyé la création du mandat, a appuyé son renouvellement, c'est-à-dire c'est un pays où il y avait une dynamique de vraiment une dynamique dans l'évolution de l'échange et de la compréhension politique de l'existence du mandat. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Je vous raconte 3 choses au début. La première, c'était une visite historique aussi parce que c'était la première visite de procédure spéciale dans le contexte, disons, de la récupération de la pandémie. On a eu 2 dans le contexte initial de la pandémie, mais comme tout le monde, les procédures spéciales se sont arrêtées dans le contexte de la pandémie. Et cette visite en Tunisie, c'était la première dans le contexte de la récupération. Ce qui nous a donné beaucoup de leçons aussi dans le contexte du travail, des droits de la personne, pour assurer que méthodologiquement, on ait des éléments pour comprendre comment nos méthodes de travail, desquelles je vous parlais au début de mes paroles, vraiment puissent s'adapter à une réalité où on va coexister avec la COVID-19 pendant beaucoup de temps. Ça, on le sait, et surtout dans le sud global. Ça, on le sait, c'est une condition. Deuxièmement, en ce qui concerne la visite particulière, évidemment, comme vous l'avez dit, la question de la criminalisation et les contextes socio-politiques dans lesquels la criminalisation existe et qui en même temps sont soulignés et parfois alimentés par la criminalisation était un grand intérêt pour moi. J'ai beaucoup parlé de ça avec les interlocuteurs étatiques et de la société civile. Dans les 10 jours que j'ai été en Tunisie, j'ai eu vraiment le privilège de rencontrer, je dirais, je ne me rappelle pas du nombre exact, mais c'est plus de 250 personnes, entre représentants étatiques et personnes de la société civile. J'ai visité Sousse, Sfax et Tunis, et j'ai eu vraiment beaucoup de rencontres avec la société civile. J'ai visité des centres communautaires et un centre de détention pénitentiaire. Première question qui m'a beaucoup frappé, et je voudrais vraiment avoir pas seulement le talent, mais aussi la langue suffisante pour pouvoir m'exprimer avec richesse, c'est le courage et la persévérance de la jeunesse tunisienne. J'ai rencontré énormément de jeunes auto-identifiés comme queer
qui en fait travaillent d'une façon sans se fatiguer pour assurer que la société, qu'il va y avoir un changement social, que leur permettre de vivre en liberté et en égalité. Une détermination, vraiment un esprit que j'admire beaucoup et que j'ai dit dans mes observations finales ou préliminaires aux interlocuteurs étatiques. Je trouve que c'est vraiment une chose d'extraordinaire que j'avais constaté. Deuxièmement, je constate que dans déconstruire la criminalisation et des institutions liées à la criminalisation, comme les examens anals coercitifs, réside beaucoup de l'agenda des premiers pas qui sont nécessaires pour assurer l'insertion de la Tunisie dans un vrai agenda d'inclusion sociale. Et troisièmement, en ce qui concerne cette visite, on a une très belle opportunité parce que, compte tenu des cycles onusiens, le fait que j'ai réalisé cette visite en juin signifie que mon rapport final ne va être présenté au Conseil des droits de l'homme qu'en juin de 2022. Ce qui en fait nous offre toute une année pour établir des mécanismes de suivi, mes recommandations, de dialogue avec l'État et d'une mise active de disposition du mandat au service de la société civile et l'État pour fournir des éléments techniques aux volontés politiques et sociales de changement. Alors, je pense que, j'imagine que je suis en train de transmettre vraiment une notion d'optimisme, de constats qui sont en fait très sérieux et des défis qui sont très sérieux, d'une réalité de violence et d'exclusion qui est très réelle dans le jour à jour de la vie des personnes, mais dans un contexte où je reconnais beaucoup d'éléments qui me permettent d'être optimiste dans ce contexte-là. Merci beaucoup, monsieur l'expert. Pardon, Mariam, merci pour la richesse. Oui, j'avais juste une question de complément, Victor. Est-ce que sur cette année de bonification de ces conclusions dont vous parliez à l'instant, est-ce qu'il y a aussi la consultation des communautés tunisiennes de la diaspora qui viennent compléter les conclusions de la visite, ou est-ce que c'est deux mécanismes différents? Tout est possible. Généralement, la méthodologie que je mets en place, que je suis pour l'élaboration de mes rapports, inclut un appel à des contributions. Et en fait, j'ai reçu plusieurs dossiers issus par des organisations de la société civile dans le contexte de la préparation de la visite. Méthodologiquement, ce qui va se passer maintenant, j'ai issu des observations préliminaires que j'ai communiquées à l'État dans une dynamique de debriefing que j'ai présentée après lors d'une conférence de presse à Tunis. Après ça, je vais rédiger le draft du rapport qui va être présenté d'une façon confidentielle à l'État tunisien. De la réponse de l'État, je ferai mes considérations et à ce moment-là, je vais émettre un rapport final. Qu'est-ce qui peut se passer? C'est d'ici à 6 mois, c'est la période initiale dans cette méthodologie, les organisations sont invitées à me faire parvenir quiconque élément d'information qui peuvent être pertinents pour mes considérations dans l'élaboration du rapport final. Puisque le dialogue a été tellement intense et riche avec la société civile dans la période de préparation et dans l'exécution de la mission même, je suis en fait très positif du fait qu'il a été oxygéné, dirait-on, par ses connaissances. Mais il faut dire qu'il est toujours fort possible que des nouveaux éléments d'information surgissent. Et dans ce contexte-là, évidemment, mon mandat est complètement ouvert à recevoir ces éléments d'information et à les inclure dans mes considérations
des recommandations qui vont être émises à la fin. Comme expert indépendant, l'objectif final, c'est toujours d'avoir la possibilité de fournir un rapport que soit utile. Et l'utilité d'un rapport est donnée par plusieurs choses. Généralement, c'est la richesse, l'amplitude des points de vue qui sont incluses. C'est évidemment la pertinence des matières qui ont été traitées. Et troisièmement, il y a vraiment l'élément de l'implication des parties prenantes. Si ces éléments-là se donnent, généralement, on a l'espoir de voir la fantaisie d'un expert indépendant accomplie. Et cette fantaisie, c'est de voir un rapport se voir mis en œuvre comme partie d'une dynamique de changement social. Et cela ne se passe pas en 6 mois, cela se passe en 10 ans. Mais disons, vraiment, c'est ça ce qu'on essaye de faire, c'est de donner cet élément-là pour qu'il alimente une équation plus étendue de dynamique de changement social. Merci Victor. Mariam, pardon. Merci, merci Guillaume, merci Monsieur Victor pour cette richesse de partage et d'information avec nous aujourd'hui. Un petit peu pour rebondir sur ce que vous venez de partager avec nous, Égide est engagé à renforcer les capacités des différents membres des différentes organisations et puis dans l'espace francophone international et nous nous réjouissons vraiment d'appuyer votre mandat et de travailler conjointement avec vous et avec les différentes organisations francophones afin de vous faciliter le travail et le contact dans ces différents territoires internationaux. Vous parlez un petit peu tout à l'heure des méthodes de travail et nous avons constaté vraiment votre dernière prise de position, si j'ose la nommer comme ça, une première, si je ne me trompe pas, par rapport à la mobilisation et à l'engagement des différents experts indépendants pour un dialogue commun, pour se prononcer conjointement sur la situation des personnes LGBTQI partout dans le monde. Ma question est de comprendre comment arrive-t-on vraiment à faire le lien entre les différents mécanismes de protection dans l'engagement de protection effectivement et afin d'éviter de traiter les enjeux LGBTQI d'une manière un petit peu isolée de tous les autres contextes. Merci, c'est une question d'une importance énorme. J'ai beaucoup de chance du fait que la résolution qui a créé mon mandat déjà en fait annonce une demande de que je travaille d'une façon intersectionnelle. Et cela, comme vous le savez, signifie qu'on reconnaît que toute personne réunit plusieurs identités dans un seul corps. On ne se définit seulement pas par notre orientation sexuelle ou identité de genre, mais par beaucoup d'autres éléments, d'autres identités qu'on réunit dans un seul corps. Et c'est la réunion d'identités dans les corps que génèrent des expériences de privilège ou de discrimination et de violence. Et comprendre cette complexité, c'est évidemment l'objet d'une analyse intersectionnelle. Du fait que moi j'étais vraiment incité à travailler sur une approche telle dans le contexte du mandat,
J'ai toujours essayé d'établir mes analyses de façon à pouvoir comprendre comment ces différentes identités révèlent des problématiques particulières, sans perdre en même temps l'idée de que l'orientation sexuelle et l'identité de genre nous fournissent un point d'entrée à l'analyse de la discrimination. Prenant ce point d'entrée, on peut reconnaître une réalité très riche, par exemple, quand on prend position par rapport aux problématiques que subissent les personnes dans les différents moments de leur vie. Ce n'est pas la même chose la problématique des jeunes LGBT que des adultes, que des personnes âgées. Ce sont des problématiques que le moment où on place le prisme de la question de l'âge, du transcours du temps, on voit des choses immédiatement qu'on ne voyait pas avant. Je vous donne un exemple. J'ai fait une étude concernant les problématiques de santé, en particulier des personnes âgées LGBT. Et seulement pour vous donner un exemple, je me suis rendu compte que les personnes homosexuelles âgées ont une prédisposition 3 fois plus grande que le reste de la population à développer le Alzheimer, par exemple. Parce que beaucoup des déterminants de l'Alzheimer sont présents dans la vie des personnes LGBT du plus tendre âge. L'angoisse qu'on subit dans les questions identitaires, la distance avec la famille biologique. Voilà, il y a beaucoup d'éléments qui, en fait, créent une prédisposition, finalement, qui est plus haute. Et comme ça, on peut voir des choses partout. Ce qui m'emmène à moi à avoir des grandes possibilités de le décrire comme ça, j'ai toujours quelque chose à parler avec mes collègues des procédures spéciales. La rapporteure spéciale des droits des personnes âgées, on a des choses à parler. La rapporteure spéciale, évidemment, concernant la violence contre la femme, on a énormément de choses à parler. Et voilà, torture, imaginez-vous, les points de contact, et même parfois des points de contact qui ne sont pas tellement évidents, qui n'étaient pas tellement évidents à moi, et qui, en fait, se sont révélés comme importants au cours de mon travail pour essayer de découvrir quelles sont les différentes identités qu'on doit explorer. Je pense qu'une grande leçon que j'ai eue de la société civile et particulièrement des féminismes que travaillent dans la question de l'égalité de genre et travail de discrimination, c'est justement cette approche intersectionnelle qui donne beaucoup dans le contexte des preuves, de l'évidence, des données qui sont recueillies par la société civile et qui déjà ont cette texture, cette compréhension de la façon dont la vie de jour à jour des personnes, en fait, elle se manifeste. Et j'ai un compromis très important pour cette approche de cette façon-là et j'espère bien que c'est quelque chose qu'on va pouvoir continuer à explorer dans le mandat. Merci beaucoup. Puis dans le même contexte, en fait, j'aimerais bien un petit peu creuser avec vous par rapport à l'implication dans ce même cadre de travail intersectionnel. Je vais creuser avec vous par rapport à l'implication des sociétés civiles, LGBT, internationales, dans la définition du processus de consultation. Mm-hmm. Certainement. Il y a des différentes opportunités pour engager un dialogue avec le mandat. En général, on a un grand pilier de dialogue qui est toujours ouvert. Et je voulais vraiment souligner ça parce qu'il ne prend que envoyer un email au courriel du mandat pour qu'on puisse, à un moment donné, avoir une conversation sur des questions qui sont d'importance pour la société civile. Le mandat est vraiment
très ouverts en ce qui concerne la possibilité d'accès. Ce n'est pas seulement par le biais du email, mais aussi on a la présence dans les réseaux sociaux. Et aussi, cela est suivi, monitoré d'une façon très active, de manière telle que recevoir des informations ou des demandes dans ce contexte-là est parfaitement possible. Ça, c'est le volet dialogue qui est toujours ouvert à toute personne qui veut dialoguer avec le mandat. Et après, il y a 3 piliers très spécifiques de méthode de travail. La première, on l'a déjà parlé, c'est les visites de pays. Dans le contexte de visite de pays, on ouvre toujours une convocation à des éléments d'information fournis par la société civile, généralement avec une période ouverte de temps qui me permette d'avoir tous ces éléments-là en considération lors de l'exécution de la visite. Et dans le contexte de la visite elle-même, évidemment, il va y avoir toujours un engagement actif de la société civile qui, en fait, reste dans ces détails opaques pour les autorités étatiques. Comme une question de principe, on n'informe pas l'État sur qui on rencontre, avec qui on parle, et certainement pas quels sont les éléments d'information fournis par la société civile. Alors voilà, c'est ça le volet visite de pays. Un deuxième volet, c'est le volet de recherche thématique. J'ai un agenda de recherche thématique qui inclut beaucoup de sujets qui déjà ont été l'objet de rapports à l'Assemblée générale ou au Conseil des droits de l'homme. On parlait par exemple de la COVID-19. J'ai aussi un rapport sur criminalisation et décriminalisation, reconnaissance légale de l'identité de genre. J'ai un rapport sur la question technique de recueil des données concernant les réalités de vie et l'inclusion sociale de personnes LGBT, et comme ça. Et maintenant, j'ai un agenda vers le futur qui inclut mon travail dans la question de l'approche de genre, et les années à venir va inclure aussi droit à la santé, colonialisme et son impact dans la construction des mœurs concernant l'orientation sexuelle et l'identité de genre, l'interaction entre les mœurs religieux et les discours religieux et les réalités de vie des personnes LGBT. Et finalement, j'ai un rapport aussi, une recherche sur la question de les impacts particuliers de conflits armés ou situations d'urgence humanitaire dans les populations LGBT et la contribution des communautés, populations et organisations LGBT dans la construction d'agendas de paix. Alors voilà, c'est dans ce contexte-là, chaque projet de recherche a une convocation à des contributions de la société civile, généralement avec un délai de 2 à 3 mois. Et cela est parti, par exemple, mon dernier rapport, je crois savoir, on m'a dit quelque part qu'on a rompu tous les records de soumission de contributions. On a reçu plus de 600 contributions qui venaient de presque une centaine de pays du monde concernant les approches de genre. Et finalement, la troisième méthode de travail, c'est la procédure de plainte individuelle qu'on appelle dans le langage onusien les communications individuelles. Et c'est des allégations de violation des droits de la personne qui me sont soumises par des organisations de la société civile, par des victimes, par des personnes avec des expériences de vie, que allèguent une violation particulière des droits humains et sur la base desquelles j'ai la possibilité d'interpeller l'État concerné dans une action confidentielle que, éventuellement, généralement 2 mois après, sera faite publique dans le contexte de mon travail de communication publique. Dans ce
sous ce volet de communication individuelle, j'ai engagé l'État russe, par exemple, en ce qui concerne la Tchétchénie et ce qu'on appelle la purge en Tchétchénie. J'ai engagé la Tunisie dans certaines allégations de violence contre personnes trans, personnes lesbiennes et homosexuelles. Et j'ai engagé, je pense qu'à ce moment, j'ai dû engager presque 50 États dans des procédures de communication individuelle. Merci beaucoup. Je vois le temps filer vraiment et j'aimerais bien laisser un petit peu de temps aux personnes qui nous suivent. Puis je suis certaine qu'on a plusieurs commentaires et questions dans ce cadre. Juste un petit peu pour conclure notre discussion, j'aimerais bien savoir quels seront les prochains arrêts francophones et dans ce même contexte, quels engagements prenez-vous à l'égard des communautés LGBTQI francophones, pas seulement dans le contexte COVID-19, mais au-delà du contexte COVID-2019? Oui, merci. C'est en fait une question très importante. Il y a deux choses. J'ai beaucoup reçu d'observations de la part des collègues de l'ouest de l'Afrique sur le fait que ouvrir et maintenir un dialogue, maintenir ouvert un dialogue en français, cela signifie pour eux et elles une opportunité que peut-être n'était pas ouverte auparavant. Je pense que même, évidemment, si le français n'est pas notre langue maternelle, pouvoir avoir cette proximité est quelque chose qui est très important. Et je voudrais la souligner parce qu'évidemment, ça continuera pendant mon engagement comme expert indépendant. Et elle détermine beaucoup des dynamiques dans lesquelles on travaille parce que vraiment, on peut faire du français une vraie langue de travail du mandat. Ce que pour moi, vraiment, je le considère un grand privilège parce que malheureusement, parfois la langue s'érige comme un obstacle. Et évidemment, je voudrais bien pouvoir avoir la même liberté avec des autres communautés autour du monde, mais au moins j'ai la chance de pouvoir le faire, le maintenir avec les communautés francophones en particulier. J'ai une longue liste de pays auxquels j'ai présenté la possibilité d'une visite de pays. Vous pouvez voir cette liste dans ma page web. Il y a des pays francophones qui sont inclus là-dessus. Et surtout, je répète, des pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont inclus. Je pense aussi de l'Afrique centrale. J'ai fait des demandes de visite de pays et de l'Asie as well. Merci beaucoup. Merci vraiment pour toute cette richesse, puis ces informations que je suppose très bien reçues par des personnes qui nous suivent à distance. Je céderai la parole à Guillaume pour nous partager un petit peu les commentaires et questions des personnes qui nous suivent à distance. La parole est à toi, Guillaume. Merci beaucoup, Mariam. Effectivement, beaucoup de commentaires, beaucoup d'encouragements, des gens qui nous suivent de RDC, Congo, Côte d'Ivoire, Ouganda, Bénin. On est très suivis aujourd'hui. Merci beaucoup. Des mots d'encouragement aussi, des félicitations, des encouragements et des félicitations pour toi, Mariam, en disant que tu as beaucoup de courage et merci beaucoup pour relayer les informations du terrain. Des encouragements et des remerciements aussi par rapport à Victor sur les éclaircissements apportés à la situation des personnes, des seniors LGBTIQ+. Merci beaucoup pour ça. Et puis, beaucoup de questions et commentaires sur les prochaines visites, et notamment, est-ce qu'il y aura des visites en Afrique francophone? J'imagine en Afrique francophone
en dehors de l'Afrique du Nord, donc, puisqu'on en a parlé, mais vous avez déjà dit un mot par rapport à ça, Victor. Et puis on parlait d'intersectionnalité, il y a un commentaire aussi qui dit n'oublions pas les réfugiés LGBTIQ+, notamment au camp de Kakuma au Kenya, qui souffrent encore plus avec la Covid. Je pense que ça rejoint aussi la condition des personnes LGBTIQ+, en détention, on l'a un peu évoqué. Certainement. Voilà. Certainement. En ce qui concerne les réfugiés, je pense que c'est énormément important vous assurer que c'est un volet de travail thématique du mandat. En fait, seulement il y a 2 jours, j'ai fini une série de tables rondes convoquées avec le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, où on a en fait exécuté 16 tables rondes pour établir ce qui va être la base de connaissances que guide le travail du mandat et du haut-commissaire pour les réfugiés pendant la prochaine décade. On a eu la participation de plus de 600 activistes et experts autour du monde dans ces 16 tables rondes. Et vraiment, on a construit toute une compréhension de quels sont les enjeux, les défis en ce moment. J'ai déjà émis, il y a 2 ans, un prononcement conjoint avec le haut-commissaire. Et je pense que les personnes qui nous écoutent peuvent s'attendre à que ce thème va être et va continuer à être un des domaines prioritaires du travail du mandat. N'oublions pas que malheureusement, on a atteint le chiffre de 82 millions de réfugiés au monde à ce moment. On ne sait pas, comme vous le savez, combien de personnes LGBT existent dans ce contexte, mais on sait qu'elles sont dans les millions aussi. Alors c'est dans ce contexte-là que je pense qu'on doit donner une très grande importance à cette matière, et particulièrement parce qu'on sait que les personnes LGBT en déplacement forcé ont des différentes problématiques qui vont du moment où elles doivent quitter leur pays comme résultat de la persécution, de la violence, de la discrimination, du fait que leur parcours est terriblement difficile. Les conditions de réception sont vraiment très difficiles partout. Il n'y a vraiment pas d'accès à la santé mentale, à la santé physique, très peu de conditions de réinsertion. Et finalement, n'oublions pas que pour 82 millions de réfugiés, à ce moment, le quota de resettlement autour du monde, c'est de 250 000 personnes. Ce qui veut dire qu'on doit penser à des alternatives parce que si on utilise ce quota-là, évidemment, on va durer 2 siècles avec le chiffre de personnes qu'on a aujourd'hui. Et vraiment, je pense que c'est un thème important. Merci beaucoup, Victor. On a des commentaires aussi pardon, les questions arrivent au fur et à mesure, qui disent qu'effectivement, la Covid empire vraiment les conditions de vie des personnes LGBTQ+, augmentation des violences contre les personnes trans, par exemple, au Bénin. Et puis, peut-être ça rejoint une autre question qui dit, on parle peu de l'impact du Covid en Afrique, encore moins sur les personnes LGBTQ+. Avez-vous des données plus spécifiques sur l'Afrique? J'ai des données qui viennent de la société civile. Mais en général, le contexte africain, et évidemment, on doit faire toujours de la précision, quand on parle de l'Afrique, on parle d'une proportion importante de la planète. Alors, on ne peut pas parler comme si c'était seulement une question. Mais je veux dire, d'une façon générale, quel est le grand défi? C'est que les contextes de criminalisation et les contextes de haute stigmatisation, ce qui est malheureusement le cas général en Afrique, ne permettent pas d'avoir des données qui ont d'intégrité. Parce que comment est-ce qu'on peut demander aux personnes de se révéler en telles qu'homosexuelles ou lesbiennes ou bisexuelles ou trans ou genres divers quand en fait cela est fait dans un contexte où cela implique
une auto-incrimination. Alors, vraiment, les chiffres qui peuvent être recueillis doivent être recueillis dans des contextes de beaucoup de confiance, généralement par les organisations de la société civile, et ont une nature plutôt ou bien testimoniale, des témoignages très spécifiques, ou bien sectionnelle, c'est-à-dire on prend une communauté très spécifique, une ville très spécifique, et on fait un relevé là-dessus. Mais des données nationales, c'est vraiment difficile dans un contexte de criminalisation et de haute stigmatisation. C'est par ça que moi je parle des grands défis d'avoir des données fiables pour documenter l'avancement vers les objectifs de développement durable. Parce que comment est-ce qu'on va demander à une personne sa problématique de santé si on ne sait pas, si on ne peut pas demander sa vie sexuelle ou sa vie sexuelle est conçue comme tabou? Comment est-ce qu'on va comprendre les réalités d'hébergement d'une personne quand on ne va pas leur demander avec qui elle vit? Et comme ça, on continue. Alors, les données, c'est une chose très, très difficile. Et je continue par un dernier point. Un grand problème, c'est la criminalisation, pas seulement des personnes LGBT, mais des défenseurs des droits des personnes LGBT. Parce que cela signifie que dans beaucoup de contextes, posséder des données sur la communauté peut être criminalisé en soi-même. Et comme on l'a vu par exemple au Ghana, où j'ai fait une interpellation spécifique à l'État ghanéen, se réunir pour parler des défis dans les données peut être aussi à la base d'une persécution pénale. Alors c'est une réalité vraiment complexe et difficile. Vous lisez dans mon regard parce que j'ai justement une question. Pardon, Mariam. Guillaume, si tu permets, j'aimerais bien juste prendre une petite minute pour souligner effectivement dans ce contexte le travail monumental des communautés sur terrain à soustraire ces données qui nous aident à nous en tant qu'organisation internationale et vous-même, Monsieur Victor, dans votre mandat, à tracer cet état des lieux des réalités et je pense que c'est aussi important pour la communauté internationale de soutenir cet effort des communautés puis des activistes, surtout sur terrain. Alors justement, une question et un commentaire en lien avec les défenseurs et défenseuses des droits sur le terrain. Avez-vous engagé un dialogue avec la rapporteure spéciale sur la situation des défenseurs et défenseuses des droits humains? En Afrique de l'Ouest et centrale notamment, les défenseurs et défenseuses des droits humains LGBTIQ+, sont en danger en raison de leur activisme. Ça rejoint ce que vous dites. Certainement. Je peux vous raconter que je travaillais en alliance très très proche avec le précédent rapporteur, Michel Forst, et que maintenant avec Mary Lawler, je le fais aussi. En fait, on est en train de essayer de voir quelles pourraient être des stratégies très spécifiques pour un travail conjoint. Alors cela, évidemment, me donne de bonnes informations ou là où on doit jeter un coup d'œil un peu plus profond. Alors, trois questions qui se rejoignent. Concrètement, qu'a apporté ce rapport sur l'impact du Covid sur nos communautés? Comment a-t-il été reçu? Quel impact a-t-il eu? Et puis les questions en lien, qu'est-ce que les Nations Unies vont prévoir pour les LGBTIQ+, des pays francophones pour améliorer les conditions et les difficultés auxquelles nous avons affaire lors de la période Covid? Et encore une autre question, quelles sont les mesures prévues pour améliorer les conditions des personnes LGBTIQ+, dans les décisions prises par les Nations Unies lors de la pandémie? Ça rejoint un peu l'idée de la suite maintenant de ce rapport. Certainement. Je pense que l'idée du rapport, c'était de fournir aux États une motivation pour... c'était une espèce de défi de utiliser cette approche pour examiner, tester la politique publique et voir si les éléments de protection contre discrimination et violence étaient y compris. Et les États, en fait, présentent des rapports. Ce n'est pas un processus de suivi très établi. Mais j'ai beaucoup d'informations des États qui ont utilisé pour en fait oxygéner leur processus de design et mise en œuvre
de la politique publique. Cela dit, c'est important qu'on reconnaisse que la réponse des États a été aussi l'objet d'études de beaucoup de rapporteurs spéciaux. Il y avait évidemment question de défense des droits de l'homme, associations, différentes communautés et populations. Alors je pense que toute l'analyse de COVID-19 et leurs impacts va être l'objet d'études pendant des années à venir. On sait qu'on doit avoir un processus d'apprentissage parce qu'on sait qu'on va avoir des situations semblables dans le futur. On doit vraiment se préparer, on doit vraiment assurer qu'il n'y aura pas une situation d'une telle perplexité la prochaine fois parce qu'on a perdu beaucoup de temps à seulement comprendre comment réagir. Généralement, ce qui est important que je partage, c'est que les Nations Unies ne gèrent pas la politique publique des États, et particulièrement le système des droits de l'homme. Ce qu'on fait, c'est assurer de donner aux États des éléments de considération pour leur législation, leur politique publique, leur accès à la justice, les différentes choses qui font les États. En même temps, moi je pense que toutes les agences onusiennes, dans un grand contexte, les agences de développement, les agences de travail, les agences de santé sans doute, vont intégrer tout ce qu'on a appris. Et mon travail, c'est assurer que dans tout ce contexte-là, soit présent une considération sur quels sont les possibles effets disproportionnés dans la population LGBT. Merci Victor. Avant de te laisser conclure, peut-être Mariam, on arrive au bout du temps, un dernier commentaire. Un des effets de la Covid est que nous ne pouvons pas être à Genève pour cette conférence, se rencontrer, échanger, se construire en réseau comme nous aurions pu le faire en présence à Genève. J'espère qu'on arrive quand même, à travers la caméra, à créer du lien et à faire communauté. Mariam. Merci Guillaume, merci pour cette belle journée. Je laisserai peut-être le dernier mot à monsieur l'expert indépendant. Puis de mon côté, j'aimerais bien vous remercier tous de votre présence, de votre engagement. Je remercie également l'Université de Genève, le Centre Maurice Chalumeau, la ville de Genève de nous avoir accueillis dans le cadre de la conférence. Et merci encore une fois Monsieur Victor d'avoir répondu à notre invitation. Et mes plus grands remerciements vont aussi aux membres de la communauté LGBTQ+, et spécifiquement les activistes membres de la communauté. C'est votre travail qui nous aide à continuer, et c'est grâce à vous que Égide existe. Donc, on est là pour se soutenir collectivement et de travailler conjointement. Donc, merci beaucoup de ma part, puis je cède la dernière parole à M. Victor. Je vous remercie. Vraiment, c'est un privilège d'être ici. J'apprécie énormément et j'apprécie ces échanges parce que c'est à la base de mon mandat de pouvoir toujours comprendre qu'est-ce qui est de plus pertinent dans les actions du mandat. Et vous m'aidez beaucoup à comprendre exactement comment agir à travers des différents dialogues qu'on peut avoir. Je prends, Mariam, une chose que vous avez dit et que je trouve est vraiment très importante. Et je la lis avec le commentaire qui avait été aussi fait par Guillaume. La pandémie nous a enlevé beaucoup de choses. Et entre les choses qu'elle nous a enlevées, elle nous a enlevé la possibilité de nous rencontrer physiquement. Et dans ce contexte-là, elle a enlevé les choses plutôt qui surgissaient de la spontanéité d'être ensemble. On sait tous que dans une rencontre Zoom, même si elle est très effective, elle va finir sans avoir la possibilité de marcher ensemble jusqu'à la porte et peut-être d'avoir l'idée extraordinaire que se génère du moment où on voit quelque chose qui nous appelle ou nous attire ou nous interpelle. Voilà.
Alors, moi, j'essaye en ce moment de comprendre qu'est-ce qu'on peut apprendre de la pandémie pour faire les choses mieux et aussi de conquérir de retour les espaces que doivent être vraiment utilisés à nouveau. Et c'est par ça que j'étais très content d'être à Genève pour la présentation de mon rapport pour le Conseil des droits de l'homme, parce que ça m'a permis aussi d'avoir des échanges avec certains représentants étatiques, certains. Je pense que ça, c'est important d'essayer de reconquérir. En même temps, je voudrais faire un appel. Je pense qu'on doit tous comprendre que notre mouvement va continuer à coexister avec la pandémie et qu'on devrait reconnaître d'une façon très, très délibérée les asymétries qui vont être créées et exacerbées par l'accès au vaccin, par exemple, et que risque, en fait, d'établir un mouvement à plusieurs vitesses. Et je pense que c'est très important qu'on essaye de faire de la gestion du risque là-dessus. Parce que, évidemment, il va y avoir beaucoup d'éléments qu'on doit apprendre à reconnaître et à mitiguer. L'accès aux opportunités, par exemple, l'accès aux espaces de dialogue politique, l'accès aux espaces de dialogue académique. Il va y avoir vraiment à avoir un exercice très délibéré là-dessus et dans lequel je pense que les mouvements ont un rôle essentiel à assurer que ça continue dans la première ligne de considération politique de nous tous. Par exemple, je commence déjà à considérer la participation dans des conférences internationales qui continuent à être... Mais je demande aux organisateurs toujours de me fournir des informations sur quelles sont les mesures qui ont été prises pour assurer que cette asymétrie soit mitiguée le plus possible. Et on a toujours un dialogue sur cette question-là. Particulièrement dans des conférences, ça va commencer à se passer, ce n'est pas le cas de cette conférence, si je comprends bien, des conférences dites hybrides, où on va avoir l'accès physique des personnes et l'accès virtuel. Et je pense que ça, c'est très important parce que c'est un mouvement qu'on doit sauvegarder. C'est un mouvement qui a vraiment abouti à des acquis impensables il y a 50 ans et que vraiment mérite qu'on ait des considérations vraiment à le sauvegarder de cette fracture que pourrait être très réelle si le monde continue à être un monde en deux vitesses. On sait que le monde était à deux vitesses auparavant, mais à nouveau, cela est exacerbé maintenant. Et finalement, je voulais faire écho aux manifestations de Mariam sur la question du rôle essentiel des activistes, des personnes qui font la défense des droits humains et des personnes avec des expériences de vie qui ont la générosité de partager leurs histoires et de nous permettre de les utiliser dans notre travail. On est toujours conscient que c'est ces personnes-là auxquelles on se doit, mais aussi qu'on doit reconnaître la richesse de leur apport dans notre travail. Moi, j'utilise toujours des différents schémas que j'écris pour mes présentations et je m'assure toujours de mettre une personne humaine toujours au centre, un petit dessin d'une personne, pour m'assurer toujours de me rappeler qu'on fait ça pour aider à que la vie de jour à jour des personnes change au moins un tout petit peu pour le mieux. Et voilà, c'est ça le compromis. Mariam me demandait auparavant quel est le compromis du mandat. Je pense que c'est ça le compromis que je peux vous assurer avoir dans la limite de mes possibilités et mes capacités. C'est ça le compromis. Leur horaire normal, donc nous nous retrouvons bien à 16h pour la suite du programme de la conférence avec la session « Grandir avec une expérience intersexe dans la francophonie ». Merci beaucoup, à bientôt.